donc, en fait, la thématique de la soirée, c'est l'intelligence artificielle, chapitre 3, puisque certains d'entre vous avaient peut-être déjà assisté aux précédentes conférences que j'avais données sur le sujet de l'intelligence artificielle. Le premier qui était les origines de l'intelligence artificielle, le second qui était la condition humaine, et puis le troisième qui s'appelle la voix du cœur. Et je voulais commencer, en fait, par un petit exercice de cohérence cardiaque. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent ces exercices-là, qui sont extrêmement efficients. Et comme on va parler de la voix du cœur, travailler sur la cohérence cardiaque, sur ce phénomène ondulatoire, sur cet inspire et cet expire, vous allez voir que ça va nous accompagner pendant tout ce partage. Donc, je vous invite à suivre la petite goutte d'eau qui va monter et descendre en rythme, et ça va syntoniser nos rythmes, nos ondulations, nos vibrations, pour que justement cette conférence soit créative. Bonsoir. Ah. Comment vous sentez-vous? C'est rapide, hein? C'est rapide. La synchronisation? Bien, quand on... Ouais. Ça remonte, alors que moi, j'en fais 3. Hein. Je dors presque. C'est-à-dire que tu trouves que le rythme là est rapide ou c'est toi qui vas plus vite? Non, il est rapide. Ah, ça veut dire qu'il y en a des plus lents, ouais. Je l'ai trouvé adapté. Oui. Moi, je l'ai trouvé adapté pour moi. Ah. Bon, après, chacun... Ouais. Après, on se sent bien détendu. Et, je sens, au moment où je me suis mis en question, est-ce que c'est moi? Parce que je n'avais pas vu au début respirer. Bon, après, j'ai deviné quand j'ai dit le dernier mot. Et donc, voilà, c'est vraiment très très bien. Moi, ça me correspond bien, j'étais en phase. Le diagramme, je ne sais pas à quoi il correspond. Eh ben, c'est un électrocardiogramme. C'est-à-dire qu'on voit la mise en cohérence en fait du rythme cardiaque. Ah non, là c'est une vidéo YouTube, hein, c'est pas de l'instantané. Hein. Il n'y a pas de truc quantique en train de... Non. Ça serait bien, mais... La prochaine étape. Voilà, donc depuis cet état de calme, on peut appréhender des enjeux un peu plus denses. Alors, résumé des deux premiers chapitres, donc l'intelligence artificielle, le premier chapitre, en fait, j'avais traité des origines de l'intelligence artificielle. On peut l'appréhender souvent comme quelque chose qui naît dans les années 60-70 avec l'informatique, qui s'accélère ces dernières décennies, mais en réalité, c'est un processus qui est millénaire. Et ce que j'avais évoqué à ce moment-là, c'est justement un peu la compréhension de ce processus, qui est un processus de connaissance et de pouvoir. C'est-à-dire qu'on cherche à acquérir de la connaissance
pour avoir du pouvoir sur les choses. Haroun al-Rachid, j'ai choisi 3 personnages évidemment parmi une myriade, mais c'est des personnages assez emblématiques en fait. Haroun al-Rachid, qui est un calife et qui à Constantinople en fait en 786 crée une gigantesque université où il va collecter tous les savoirs de la planète à ce moment-là. Des savoirs qui sont traduits de manuscrits qui passent du latin au grec, du grec à l'arabe et à une nouvelle traduction en arabe islamique. Et en fait, ce processus en fait de regroupement en fait de la connaissance est évidemment une source éminente de pouvoir. À une époque où les écrits se transmettent par manuscrit unique, où il y a des copistes qui passent parfois plusieurs années à recopier un ouvrage, on est évidemment à ce moment-là dans quelque chose d'éminemment important. Et donc il regroupe toute cette connaissance et il a l'argent pour payer des copistes, des traducteurs, etc. Simplement, dans les multiples traductions dans différentes langues, il y a des choses qui se perdent, notamment le savoir d'Aristote, qui est un savoir ternaire, c'est-à-dire Aristote évoque le domaine de l'âme, et dans la conversion en arabe islamique, on va perdre cet enjeu de l'âme et de la capacité de l'homme à croître, à se développer depuis lui-même vers quelque chose de transcendant. Donc une certaine connaissance est rabattue en fait dans un domaine binaire à ce moment-là. Francis Bacon, en 1623, invente le code binaire à travers un ouvrage qui s'appelle La Somme, je ne sais plus quoi, c'est un terme latin. Et en tout cas, il vient marquer un moment extrêmement fort, puisque c'est ce qu'il dit, il veut faire de la connaissance son domaine. C'est quelqu'un qui est absolument hanté par cet enjeu de la connaissance, et hanté aussi par l'enjeu de la subjectivité humaine, de laquelle il souhaite que l'humanité s'affranchisse. Et en fait, la technique qu'il développe pour affranchir l'homme de sa subjectivité, ce qu'il appelle les idoles, c'est-à-dire notre subjectivité sensorielle, la subjectivité qu'on associe qui est liée à notre éducation, à la culture, à l'interprétation que l'on fait des choses, aux adhésions idéologiques auxquelles on appartient. Et en fait, tout ça, il appelle ça des idoles. Et tout ça fonde la subjectivité humaine, donc nous empêche de toucher l'objectivité. Donc lui, il invente le code binaire pour transformer la connaissance en 0 et en 1, ou en tout cas en signaux binaires, de manière à la rendre objective, de manière à sortir des idoles, c'est-à-dire à tout ce magma qui entoure la connaissance, ce magma de subjectivité. Donc on n'est absolument pas, vous voyez que l'informatique ne naît pas au XXe siècle, elle naît au XVIIe. De son travail arrive ensuite le métier à tisser, donc avec des cartes perforées, donc c'est un 0 et un 1, un vide est un 0, un plein est un 1. Donc l'automatisation démarre en fait avec le métier à tisser, la première calculatrice, l'informatique, et ainsi de suite. Les orgues de barbarie. Les orgues de barbarie, etc. Tout ça vient de ça, vient de Bacon. Julian Huxley, à une époque qui est beaucoup plus proche de nous, le frère d'Aldous Huxley, qui a écrit d'ailleurs des mondes, eh bien en 1957, il invente le terme transhumanisme. Ce personnage est biologiste, humaniste. Il est le premier directeur de l'UNESCO. Il est le fondateur du WWF. Et il invente le terme transhumanisme en 1957, après avoir participé, avec d'autres de ses confrères, à un travail sur l'eugénisme, et notamment une commande de l'État américain, du gouvernement américain, où il a coécrit le manifeste des généticiens sur commande de l'État. En 1957, le terme transhumanisme sort de terre, tout simplement parce que le terme eugénisme, suite à la Deuxième Guerre mondiale, n'est plus utilisable. Il est tellement connoté qu'il n'est plus utilisable. Pourtant, l'eugénisme, ça c'est le logo de la société eugénique,
en fait, on voit ici, on est à une période de l'histoire où il y a toutes les sciences humaines qui se regroupent en un tronc. C'est-à-dire qu'on arrive au XXe siècle à une somme de connaissances, à une somme d'expertise qui est phénoménale. C'est-à-dire que la connaissance humaine, à ce moment-là, a fait un bond en avant qui est incroyable. Et à ce moment-là, l'homme, en tout cas ceux qui sont mus par cette intention-là, se disent, on a vraiment aujourd'hui la capacité de diriger le sens de l'évolution humaine. Notamment pour en enlever les tares génétiques, notamment. Et il y a vraiment cette idée, et ça c'est vraiment présent dans la pensée de Bacon, c'est reprendre le contrôle sur la prédestination de la nature. Donc ça c'est vraiment fondateur de la pensée de Bacon, et tout ça se traduit à un moment donné en une dynamique eugéniste qui donnera naissance à des événements que l'on connaît. Alors j'ai participé, je crois que c'était en 2021, au Naturofest. Donc c'est un festival de naturopathie. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'eugénisme, mais pourtant moi, quand je suis rentré dans le truc, j'ai vu le logo, j'ai été choqué. Parce que justement, je venais de donner une conférence sur l'intelligence artificielle avec cette recherche sur l'eugénisme, et je tombe sur le même logo. Je me dis, ah ouais, et là tout de suite j'ai compris, en réalité, l'eugénisme c'est un point de vue, la naturopathie c'est simplement un autre point de vue. Il existe plein de naturopathies. Il y a des naturopathies qui sont très mécanistes, où on va consommer énormément de compléments alimentaires de façon très mécaniste. Il y a l'hygiénisme, il y a la naturopathie un peu chamanique, qui est un peu plus ouverte à des mondes subtils, avec la prise de substances naturelles qui viennent créer aussi des effets paradoxaux. La naturopathie quantique, qui utilise des appareils, avec la perspective qui est d'évoluer en accord avec la nature. Mais être en accord avec la nature, déjà faudrait-il qu'on ait compris ce qu'est la nature. C'est pour ça qu'il y a tellement de disciplines qui parfois sont très opposées les unes aux autres. Et donc on voit que de ces deux courants, finalement, les deux cherchent à améliorer l'espèce, dans un sens, dans un autre. En réalité, il y a des centaines de sens différents. Chaque civilisation est porteur de son propre eugénisme. L'eugénisme occidental, l'eugénisme indien, l'eugénisme chinois, l'eugénisme russe, qui sont simplement des directions prises par des civilisations pour croître. Donc fort de ces constats, c'est-à-dire qu'on voit que l'intelligence artificielle n'est pas uniquement un enjeu technologique, c'est un enjeu qui puise ses racines dans la connaissance, dans une volonté de faire progresser l'humanité vers de l'objectivité, et en tout cas c'est une volonté de contrôle. Alors petit rappel, donc là c'est sur la condition humaine, l'homme est un être bioélectrique, on est composé d'eau, l'eau est un dipôle magnétique, 99% en nombre de molécules, 60% en volume environ. On est constitué de méridiens d'énergie qui sont des zones du corps avec une impédance électrique particulière. Nos membranes cellulaires sont polarisées. Elles laissent passer, grâce à des canaux calciques voltage dépendants, qui, comme son nom l'indique, laissent passer des ions calcium selon le potentiel électrique de la membrane. C'est-à-dire que s'il y a une modification de ce potentiel, l'élément ne rentre pas, ou alors ça rentre de manière anarchique. Notre hémoglobine contient un atome de fer au centre, et donc notre sang est ferromagnétique, et ainsi de suite. Donc on voit que, en réalité, notre condition nous prédispose à être influencés par les rayonnements électromagnétiques, voire nous prédispose tout simplement à en émettre nous-mêmes. Alors petit rappel sur ce que c'est qu'une onde. Une onde, c'est représenté comme ça sur une surface en deux dimensions. La longueur d'onde, c'est la distance que parcourt une ondulation en une seconde. Et la fréquence, c'est le nombre d'ondulations en une seconde. Donc, par exemple, l'électricité domestique, c'est 50 Hz. 50 oscillations en une seconde.
Sachant que les ondes électromagnétiques vont à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, que la vitesse du son c'est 300 mètres secondes. Donc on voit qu'il y a différents types de vitesses, que ces ondes se propagent dans l'espace et à travers les matériaux de manière singulière. Et donc 1 Hertz, quelque chose qui est inconcevable, parce qu'en fait 1 Hertz ça fait plus de toute la superficie de la Terre, en termes de longueur d'onde. C'est-à-dire une oscillation fait plus que 30 000 km, je crois. Et donc à mesure que la fréquence augmente, donc 1 Hz, 50 Hz, le Wi-Fi 2,4 GHz, 2,4 milliards d'oscillations par seconde, et bien en fait les ondes se raccourcissent. Plus elles sont basses, plus elles sont longues, plus elles sont élevées, plus elles sont courtes. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui avec la 5G, certaines bandes de fréquence 5G, notamment le 60 GHz, on parle d'ondes millimétriques, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'ordre du millimètre. Et puis au-delà, on rentre dans une dimension atomique, avec les rayonnements radioactifs, à l'échelle de l'atome. Donc là, on voit que le spectre électromagnétique, en fait, il couvre l'ensemble des fréquences identifiables sur la Terre, qui vont de 0 Hz, qui sont les champs magnétiques statiques, des champs qui ne bougent pas, aux basses fréquences, où on va retrouver notamment les fréquences du cerveau. Donc, justement, quand on a fait la cohérence cardiaque, on a modifié la fréquence de notre cerveau. On est passé dans un mode de détente, vraisemblablement en onde alpha. Mais si on prolonge l'exercice, on peut passer en mode de sommeil profond. Et ce ne sera pas la même onde, et on se trouve dans les très basses fréquences. Le Wi-Fi va se trouver par ici, 2,4 GHz, les téléphones mobiles par ici, et ensuite, les projets envisagés pour la 5G, ça va jusqu'à 60 GHz. La lumière visible ici, et après on passe dans les rayonnements radioactifs sur des échelles qui sont de l'ordre de l'atome. Là on voit les échelles à mesure, alors là c'est inversé par rapport à l'autre spectre. À droite on a les très basses fréquences, et à gauche on a les rayonnements radioactifs qui sont de la dimension de l'atome. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui présente en fait l'influence des ondes sur la matière. Parce que qui dit intelligence artificielle dit aussi époque de connectivité de toutes choses, 5G, objets communicants. Et donc, à partir du moment où on est des êtres bioélectriques, on va être susceptible aux ondes qui nous traversent, aux ondes que nous émettons nous-mêmes en direction des autres et de notre environnement. Et donc on va voir déjà, juste avec une expérience extrêmement simple et rudimentaire, l'influence des ondes sur la matière. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue, ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni, ou la cymatique, est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haut de gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes
peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Voilà donc l'effet du rayonnement sur l'eau, qui est une médiatrice, qui est un élément vibrant. Et ça doit nous interpeller en fait sur notre constitution, sur l'impact de la somme des rayonnements qui nous traversent quotidiennement, que ces rayonnements soient naturels, on parle de géobiologie, qu'ils soient artificiels, avec les rayonnements électromagnétiques, des antennes relais, des montres connectées, de ceci, de cela, de la somme des objets communicants, des antennes 5G dont on ne sait même plus où elles sont installées, de ces micro-antennes qu'on ne voit même plus parce qu'elles sont nano, voire de ces antennes qu'on nous inocule à notre insu. Donc ça vient poser cette question-là, en fait, c'est toutes ces ondes qui nous traversent, certes à faible intensité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se transformer en monstre bouillonnant, mais à faible intensité, en fait, on modifie certaines caractéristiques de nos fluides, donc de nos organes, donc de notre manière d'être. Donc quand on parle de biocompatibilité, il y a des rayonnements et des ondes électromagnétiques qui soignent. Il y a tout un tas de machines aujourd'hui qui sont capables de soigner avec des ondes cohérentes avec le vivant, biocompatibles. Et il y a des rayonnements qui sont toxiques et qui viennent effectivement réduire la cohérence de notre système biologique et informationnel. Donc il y a véritablement un enjeu de digestion. C'est-à-dire qu'une onde, c'est de l'énergie qui porte de l'information. C'est les deux. De l'énergie et de l'information. Il faut vraiment appréhender cet enjeu des rayonnements sous l'angle de la digestion, donc du ventre. Les traits rouges que l'on voit, c'est les réseaux Hartmann. Ouais, c'est les réseaux telluriques, tout à fait. Alors tout cela nous plonge en fait dans deux grandes mythologies de l'humanité que le cinéma a magnifiées ces dernières années, mais qui ont finalement toujours existé dans les contes et voire même dans les ouvrages de théologie. Ces deux grands mythes, c'est l'artificiel versus la nature. La peur versus l'amour.
ce qui est cristallisé et figé versus ce qui est fluide. Ça, c'est les deux grandes mythologies qui, aujourd'hui, embrassent la civilisation. Donc, on a Avatar qui vient de ressortir avec l'élément fluide, l'eau, etc. Avec l'interconnectivité des individus, mais de façon naturelle, organique, au service de la Terre-Mère. Et puis, on a, à l'opposé, des dystopies et des films de type Star Wars, qui sont plutôt, ou Terminator, l'ombre de la technologie, un univers froid, agressif, violent, totalitaire. Et donc ces deux univers-là, on en est baigné avec les confinements multiples, avec Netflix, etc. Ce sont des milliers d'heures, et avec toutes les séries qui sont disponibles, c'est des milliers d'heures de ces deux mythologies qui sont déversées sur l'humanité. Par contre, l'élément qui est capable de faire dialoguer ces deux mythologies, on n'en parle jamais. Ou très rarement. Parce que ces deux mythologies sont en conflit. Ça ne vous aura pas échappé. Quand vous subissez le totalitarisme de cet univers-là, alors que vous êtes plutôt sensible à celui-ci, vous le ressentez très mal. À l'inverse, des gens qui sont très bien dans cet univers-là et qui se retrouveraient dans une forêt, ils ne seraient pas bien non plus. Donc, il y a un problème de dialectique. Et c'est un petit peu cet enjeu de ce troisième chapitre, c'est la voie du cœur, c'est-à-dire quel est l'élément qui permet de résoudre cette dualité, ce conflit. Et c'est le passage, comment on fait pour passer du binaire au ternaire. Comme je vous l'ai dit avec Haroun al-Rachid, la lutte pour la conception de l'existence de l'âme humaine est une lutte millénaire. Des millions d'hommes ont sacrifié leur vie pour protéger ce concept de l'âme humaine, pour transmettre et partager avec leurs successeurs et avec leurs contemporains ce concept que l'homme est en capacité à l'outil qui permet de croître vers une transcendance. Et non pas d'être simplement le jouet des événements, des phénomènes ou de certaines lois qu'il s'agirait d'appliquer et d'être simple exécutant. Donc il y a vraiment deux visions du monde. Dans Star Wars, il n'y a aucune possibilité pour des individus, parce qu'il n'y a pas d'individus dans l'Empire. Il y a des robots, des gens qui sont tous les mêmes, il n'y a pas d'individus. Il n'y a pas de possibilité de croissance. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à un autre espace qui serait transcendant. Et donc ça, c'est un des véritables enjeux fondateurs. Alors, parmi les grands mythes de notre temps, il y a le mythe de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, qui est une œuvre que je trouve que j'adore, qui est exceptionnelle. Et il y a un hors-série qui est paru, que Pierre m'a apporté un jour. Et en fait, je l'ouvre à une page et je tombe tout de suite sur un texte. Et c'est tellement précis sur la condition humaine, on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est un peu ça la grâce de notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès intellectuellement à des choses qui sont essentielles. Et qu'est-ce que ça dit, en fait? Je sais pas, si parmi vous, il y a des fans du Seigneur des Anneaux ou... Qui ne l'a pas vu? Je suis pas du tout film. Ok. Alors, je vous lis quelques phrases sur les hommes. C'est très court. Les hommes sont d'abord des êtres voués au trépas. Ça ne vous aura pas échappé. Mais cette mortalité inhérente n'est pas une punition. Elle est un don de Dieu qui offre aux hommes la grâce d'une libération des cercles du monde, d'une délivrance de la lassitude du temps. Lassitude du temps que les elfes souffrent. Donc les hommes percevaient leur mortalité comme une condamnation et l'appréhendaient avec peur et répugnance. Vous voyez qu'on est tout de suite dans l'univers de Star Wars. Peur, répugnance.
Heureux, aucun cœur d'homme ne l'est. Chaque disparition et mort lui est souffrance. Souffrance. La crainte de la mort partout nous accompagne et nous la fuyons sans cesse comme le cerf fuit le chasseur. Affligés par le bref laps de temps qui leur est accordé, les hommes s'attachent de manière possessive aux choses du monde et cherchent à s'affranchir de leur finitude, voire à acquérir l'immortalité. Transhumanisme. Possession. On est bien dans le règne de l'avoir. C'est vrai qu'on est vraiment les enfants de la société de consommation. Enfin, ma génération, voilà, on est complètement, on a été bercés par ça. La précarité de leur existence nourrit chez eux la précipitation. On est loin dans l'instant présent. On est loin de l'instant présent. Parce qu'on est toujours précipité, ça doit vous causer. Bonsoir Antoine. Tous les désirs de l'esprit et du corps étaient beaucoup plus impérieux chez eux que chez les elfes. Les désirs qui nous traversent, cette impériosité à les assouvir. Et leur rapport aux autres êtres, beaucoup moins désintéressés par conséquent. Les hommes pensaient sans cesse au futur. Morgoth et Sauron, c'est les méchants, pour faire rapidement pour ceux qui l'ont pas vu, se serviront de cette angoisse profonde pour les corrompre. Donc ça, c'est ce qui est dit dans ce hors-série sur la race des hommes. Ça dit déjà beaucoup de choses. De ces deux mythologies, Star Wars et Avatar, qu'on a vu précédemment, tous les termes, peur, répugnance, précipitation, angoisse, souffrance, tout ça, c'est le mythe Star Wars. C'est ce qui caractérise notre réalité. Pourquoi ? Parce que nous sommes voués au trépas. Au cœur de tout cela, il y a simplement une énorme racine qui est la peur de la mort. Que cherche à conjurer le transhumanisme ? La maladie et la mort. Et puis, il y a les orques. Ces vilains personnages. L'ombre qui les a élevés ne peut que se moquer. Elle ne peut pas faire de vraies choses nouvelles. Je ne pense pas qu'elle a donné vie aux orques. Elle les a seulement ruinés et tordus, dit Sam. Tel est effectivement le cas. Les orques, serviteurs de Morgoth puis de Sauron, sont en fait des elfes ou des hommes, selon les versions, torturés au point de produire leur totale aliénation. Ils sont fondamentalement une race de créatures rationnelles incarnées, quoique horriblement corrompues. Comme le dit encore Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, puisque Morgoth et Sauron ne pourraient produire de choses vivantes, l'intelligence artificielle n'est pas capable de produire des choses vivantes, ou même notre plus grande ingénierie, on n'est pas capable de reproduire un brin d'herbe. Puisque Morgoth et Sauron ne pourraient produire de choses vivantes, les orques devaient être des corruptions, des êtres réellement existants sur lesquels le Seigneur ténébreux avait exercé la totalité de son pouvoir pour les remodeler et les corrompre. Mais pas pour les faire. Ce qui est dit aussi et qui est très important, le pouvoir de création revient seulement à Eru, l'équivalent de Dieu, là, de même qu'il lui revient de tolérer la défiguration de ces créatures, qui ne relève pas d'une moins bonne théologie que la déshumanisation calculée des hommes par les tyrans. C'est-à-dire que ces êtres corrompus, ces êtres vivants corrompus, ont leur pleine légitimité, puisqu'ils ne sont pas pires que des tyrans et des gens qui sont rendus victimes de tyrannie. Et c'est fondamental. Parce que vouloir exclure les corruptions de ce monde, on est bien dans des enjeux de grande corruption aujourd'hui, qui nous sautent au visage, à la gorge, au ventre. Vouloir exclure cette réalité qui est
en soi profondément vivantes, puisque ce sont des êtres vivants, certes corrompus, mais ce sont des êtres vivants. Ce serait une nouvelle tyrannie. Et ça nous replonge dans une sorte de dualité, dont nous essayons tant bien que mal de sortir. Et tout ça nous place dans l'ambivalence de la condition humaine, qui était le deuxième chapitre sur l'intelligence artificielle, parce que l'être humain est ambivalent. On est tiraillé entre ces deux mythes, parce que parfois on est un peu tyran, parfois on est un peu avatar, parfois on est un peu hobbit, parfois on est un peu elfe. On est toujours tiraillé à U et à Dia. Et c'est bien là le problème. Et il y a une allégorie que j'aime beaucoup, qu'on a découvert avec Sandrine par le travail de Maximilien Brabec, qui travaille sur l'innovation. Et en fait, Sandrine a assisté à une conférence de cette personne, dans un livre qui s'appelle « Désapprendre pour innover, en finir avec l'innovation washing ». Il présente en fait une expérience scientifique qui a été faite il y a plusieurs décennies, avec une mouche et une abeille dans un bocal. Et en fait, on observe le comportement de ces deux insectes, qui va être radicalement différent. C'est-à-dire qu'on a une carafe d'eau tournée vers le soleil, et on a une mouche et une abeille dedans. La mouche, après avoir erré un certain temps, trouvera la sortie, et l'abeille trouve la sortie rapidement. Dans l'autre cas, j'inverse le sens de la carafe. La mouche erre et trouve la sortie, et l'abeille, quant à elle, ne sort pas. C'est-à-dire qu'elle est attirée par le soleil, et du coup, elle ne trouvera pas la sortie du bocal. On a là l'allégorie en fait de cette ambivalence de la condition humaine, puisqu'à mon sens, nous sommes à la fois mouches et abeilles. Nous avons des comportements qui sont plutôt d'ordre instinctif, qui peuvent nous sembler fous et déraisonnables, mais instinctifs, comme la mouche. Et nous avons une tension qui nous fait aller quelque part. Comme l'abeille est attirée par le soleil. L'homme est tendu vers quelque part. Les plantes sont tendues vers le soleil également. Et en fait, parmi les animaux, l'abeille est le seul insecte à être en tension vers le soleil à ce point-là. C'est-à-dire que la reine se fait féconder par les bourdons à une altitude incroyable. Et en fait, la plupart des bourdons meurent avant d'atteindre cette altitude. Et c'est le bourdon qui parvient à grimper à l'altitude de la reine qui peut féconder la reine. Donc, il y a donc une tension vers le soleil qui est phénoménale dans cette espèce. Et la capacité de transformer, grâce à un étonnant savoir, des substances végétales et de les transformer en un nectar qui est une panacée thérapeutique, nutritionnelle. Nous sommes les deux. Nous sommes à la fois ce petit animal qui va dans tous les sens de façon complètement erratique, mais qui, par ce cheminement erratique, trouve des choses inattendues, notamment la sortie du bocal. Et nous sommes aussi cette abeille entêtée qui ne va que dans une seule direction. Et l'attention de l'homme, notamment, c'est aussi le soleil, qu'on peut appeler dans certaines traditions aussi la liberté. On est tendu vers quelque chose. Tous les peuples sur Terre, on a vu que le printemps arabe, le printemps européen, le printemps Occupy Wall Street, le machin, le truc, etc., on est tendu vers la liberté. Partout sur la planète. Il y a un dénominateur commun dans l'espèce humaine. C'est cette tension vers la liberté. L'affranchissement des tyrannies. Et donc là, je vous évoque la loi d'Ohm, parce qu'évidemment, vous savez qu'on travaille sur l'électromagnétisme depuis un certain temps, que la résistance, qui est la loi d'Ohm, en fait, c'est la résistance des matériaux. En l'occurrence, ça a été invoqué par rapport à la résistance du circuit électrique. Mais en fait, cette loi d'Ohm, elle s'applique aussi à l'homme. Parce que, quelle est la problématique de l'homme? C'est sa résistance au changement.
La résistance au changement, c'est l'abeille qui ne va que dans une direction. La mouche, elle n'a pas de tension. Donc elle va dans tous les sens, elle finit toujours par trouver un truc, quoi. Et donc cet enjeu, c'est quoi? Si on appliquait cette loi d'Ohm, c'est-à-dire la résistance des matériaux, si on utilise du cuivre en électricité, c'est parce que c'est un matériau qui a une faible résistance, qui permet justement la propagation de l'électricité de manière très efficace. Si aujourd'hui on crée des supraconducteurs, comme on dit, c'est justement pour qu'il y ait des matériaux qui ne résistent pas, et que l'information qui circule soit toujours la même et circule extrêmement rapidement à travers le matériau. Si on appliquait cette capacité à l'homme, cette capacité qu'on pourrait appeler une capacité d'acceptation de notre potentiel abeille et de notre potentiel mouche. En fait, il y a des gens qui sont très mouches, il y a des gens qui sont très abeilles. Il y a des gens qui ils vont que dans une seule direction, impossible de les faire décrocher. Là, par contre, la mouche, elle est nulle part. Et il y a des gens qui sont très mouches, qui vont dans tous les sens, ils sont pas très focales, mais ils trouvent des trucs. Et donc, c'est les empiriques et les rationalistes. Les empiriques qui apprennent par l'expérience qu'ils ont du monde, des expériences qu'ils font de la matière, et puis les rationalistes qui élaborent des concepts et qui tirent des lois de ces concepts, des modélisations. On en a suffisamment souffert pendant le Covid. Et encore aujourd'hui, le bilan carbone, machin, tout ça, c'est des modélisations, des grandes modélisations qui ne se réalisent jamais, mais on modélise. Donc maintenant, rentrons un peu dans notre physiologie. Donc là, on parle de la condition humaine. Et si on s'intéresse un petit peu, donc ça, c'est un diagramme qu'on avait fait pour présenter notre activité d'AVOTI. Parce que l'on travaille sur les ondes d'air avec les ions négatifs, la qualité de l'eau, évidemment, la terre, avec la géobiologie. Et puis, nous, on met l'homme au centre. Parce qu'on fait tout ça pour l'homme. Pour que l'homme devienne cohérent, justement. Et que l'homme soit capable de réconcilier ses mythologies. Donc là, je fais l'analogie avec le nerf vague, qui est un nerf vertical, et qui relie nos différents espaces, des intestins, l'œsophage, le cœur, et toute la partie, l'irrigation du cerveau. Et donc on retrouve un peu ces trois espaces, c'est-à-dire que l'eau et la terre se retrouvent dans cette partie ventre, l'homme au centre, qui serait plutôt la partie cœur, et puis ondes et air au niveau de la tête. Donc on va retrouver trois centres d'activité différents en l'homme, la tête, la poitrine et le ventre. Et si on regarde un peu leur construction, on ne peut qu'être frappé par la différence de structure. On a dans la tête un espace qui est hyper protégé, qui n'est pas du tout vulnérable. On a au niveau de la poitrine toutes les côtes qui sont ajourées, mais qui protègent quand même plutôt bien, comme un plastron, les organes respiratoires et cardiaques. Et puis on a au niveau du ventre, rien. Donc ici, on est dans un espace d'extrême vulnérabilité. C'est-à-dire que clairement le ventre, je vous mets un coup de couteau, ça passe tout seul en fait. On est dans un espace très vulnérable. Les côtes, il y aura toujours une résistance, et puis la tête, vous pouvez y aller, avant de casser, c'est difficile. Mais en fait, cette vulnérabilité, elle se retrouve dans nos comportements. Pourquoi est-ce qu'on se retranche dans la tête? Parce qu'on n'est pas vulnérable. C'est pas tellement dérangeant d'être challengé dans les idées. Moi, je peux voir le monde et je peux dire, ouais, j'adore Dark Vador, et puis je peux dire le lendemain, j'adore Gandalf. Rien n'a changé, en fait. Aucune vulnérabilité. Par contre, si je mange des aliments pour lesquels je suis intolérant, ça va changer beaucoup de choses. En fait, la tête peut tout digérer, peut tout manger, même de la merde. De la merde informationnelle. Elle n'est pas vulnérable. L'information circule, on joue avec, on élabore des grands concepts, des grandes arborescences. Oh, et on en bouffe en ce moment. Et on en bouffe, qui reposent sur des constructions
irréelles, puisqu'en fait, dès le lendemain, elles sont invalidées. Mais on continue. Alors qu'ici, on est dans un espace de réel. Ce qui se passe ici, c'est réel. C'est ici qu'on souffre, en fait. Parce qu'il y a de la vulnérabilité, il n'y a pas de protection. Et c'est pour ça que l'espace du ventre fait si peur. C'est pour ça qu'on veut contrôler la nature. C'est pour ça que c'est plus... On va se retrancher dans Star Wars, dans les algorithmes. Parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler avec sa tête que de vivre depuis son ventre. Et on voit avec ces trois espaces qu'il y a trois diaphragmes. Le larynx, la parole, le diaphragme qui est le plus connu, le thoraco-abdominal, qui fait la séparation entre les organes du ventre et la partie pulmonaire et cardiaque, et le périnée. Et vous voyez qu'on commence seulement aujourd'hui à parler du périnée. Ça fait quelques années, on va dire 10-20 ans pour les pionniers. Tiffen, tu pourras me corriger. Mais on découvre le périnée, en fait. C'est hallucinant. Alors qu'on est, enfin, de par nos activités quotidiennes, les efforts que l'on produit physiquement, la sexualité, etc., on y est confronté tout le temps. Et on le découvre seulement maintenant. L'accouchement, c'est quand même pas quelque chose de nouveau. C'est sans doute l'action la plus massive sur la planète Terre, puisque tout accouche en fait sur Terre. À travers le périnée. Mais on découvre cet organe en fait. Parce qu'il fait tellement peur. Cet espace fait tellement peur que jamais on n'a osé y plonger la tête. Jamais. On a brûlé des gens pour ne pas regarder en fait. C'est ce qu'on appelait les sorcières. Ouais. On brûle les gens qui sont en relation avec cet espace parce qu'ils font peur. De par Dieu, irresponsable, dément, violent, parce qu'il vit ici lui. C'est pour ça qu'il est authentique sur scène. C'est pour ça qu'il arrive à faire vivre des textes. Parce qu'il vit dans son ventre. Là, il n'y a rien qui se passe de vivant là-dedans. Star Wars, il n'y a rien qui se passe de vivant là-dedans. Donc en reprenant cette hiérarchie des trois espaces, on voit ici que dans la partie tête, on va retrouver effectivement un aspect qui est plus lié au temps social. Donc je vais être en retard, j'ai un rendez-vous, je vais rater mon RER, machin, c'est la tête. Voilà. Il faut que je fasse ça. Qui a dit qu'il fallait? La nature. La nature, elle dit rien. On s'impose des choses avec la tête. On impose des choses aux autres avec la tête. Et ça, c'est le faux masculin. C'est du masculin. Le pouvoir de domination, de contrôle, et ainsi de suite. C'est lié à nos sens externes, donc toute notre sensorialité, les 5 sens qui sont greffés sur le cerveau, les yeux, les oreilles, la bouche, etc. C'est un espace qui est complètement immobile, le cerveau. Il y a des impulsions électriques, mais c'est un espace d'immobilité. Et c'est un espace qui est réflexif. Il n'y a pas de création dans le cerveau. C'est un miroir. On réfléchit. Ça ne fait que réfléchir des informations qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas une information de premier niveau qui sort de la tête. Et on s'intéresse à ça. Il y a des milliards d'euros et de dollars qui sont dépensés sur la compréhension du cerveau, sur des cerveaux artificiels, sur des systèmes de neurones, etc. Parce qu'on pense que tout est dans le cerveau, en fait. La conscience, l'intelligence, le machin. Il n'y a rien dans le cerveau. C'est un miroir. Et le cerveau du ventre, donc on voit comment tous les intestins sont innervés avec et le périnée, avec le nerf vague. Et on a ici tout ce qui se passe dans le siège du ventre, sous le diaphragme, tout ce qui est d'ordre naturel, automatique, la digestion, le bol alimentaire, le péristaltisme, l'intégration des nutriments, pour nous constituer, nous. C'est-à-dire il y a un tri entre ce qui ne nous appartient pas et ce qui nous appartient. C'est ici que ça se passe. La création du soi biologique, c'est ici que ça se passe. L'immunité, 70% de l'immunité, c'est dans le ventre. Qui trie, en fait, les aliments qui vont vous constituer, renouveler vos cellules, et qui trie ce qui va à la poubelle?
C'est pas la tête, hein. Si la tête le faisait, ce serait un cafarnaum absolu. Enfin, au secours. Enfin, déjà, on commence à choisir les yeux de ses enfants, la couleur des yeux. Enfin, voilà, faut surtout pas rentrer là-dedans. Là, on est complètement dans l'eugénisme, dans la partie la plus sombre de l'eugénisme. En fait. Bienvenue à Gattaca. C'est ça. Donc ici, on est dans le temps naturel, on est dans l'essence interne, on est dans le monde de l'eau. Le bol alimentaire, il est mu par de l'eau. C'est des éléments qui sont visqueux. Le péristaltisme, il y a un mouvement, il y a une rythmicité, en fait. Et il y a une rythmicité qui ressemble plus à la cohérence cardiaque qu'au rythme social de la tête. Comment se fait-il que on soit en cohérence cardiaque avec le flux et le reflux des vagues? Comment se fait-il que le rythme des vagues corresponde à ce qui nous rend calme? Ça pourrait être complètement autre chose. Mais il se trouve que si on applique sa respiration à ce qui se passe dans les mouvements de la vie, parce que ce qui se passe dans les vagues, c'est ce qui se passe dans les plantes, hein. Les flux et les reflux de sel, et ainsi de suite, c'est ce qui se passe dans notre corps avec le sang, etc. Donc la compréhension de ce mouvement, juste le fait de se syntoniser sur ce mouvement, nous met dans un état de détente, de guérison, en fait. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau du ventre. Mais on ne l'écoute pas. Parce qu'on a peur de descendre. Et au milieu, il y a le cœur, qu'on caractérise aujourd'hui de manière très simpliste, en empathie, en sentiment. C'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est celui qui est capable de résoudre cette dialectique. On n'y est pas encore. Le cœur, c'est pas être gentil. Le cœur, c'est résoudre cette dialectique. C'est beaucoup plus puissant que ça. Il n'y a pas de compassion si jamais on n'est pas capable de descendre dans le ventre. La compassion, c'est souffrir avec. C'est pas juste se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec de l'empathie. Souffrir avec, ça exige de rentrer dans le domaine de la souffrance, là où ça se passe vraiment. Nous sommes une seule chair. Je peux souffrir avec l'autre quand je suis dans ce qui fait chair, dans le ventre. Et c'est un cerveau féminin. Pour toutes ces raisons-là. C'est le cerveau naturel qui régit aussi les automatismes du corps. Ouais, c'est bon, ça va. Donc si on replace nos deux mythologies, on peut prendre ça, on peut prendre autre chose, sur les cerveaux qui les concernent. Ce modèle d'eugénisme est un modèle tête. Je veux contrôler l'évolution de l'espèce. Je veux sortir de la prédestination naturelle. Ça, c'est une modalité de l'eugénisme, c'est plutôt l'eugénisme occidental. Et ici, on a avec la nature, enfin, c'est la naturopathie, mais toute la mouvance hygiéniste et tout ce qui va être tourné vers le respect de la nature, une forme d'écologie, si tant est là encore qu'on connaisse la nature. Sinon, on ne fait que lui appliquer une couche de mental corrompu en ayant l'intention d'aller dans le bon sens. Mais en fait, ici, qu'est-ce qui vient nourrir ici, en fait? Qu'est-ce qui, dans votre environnement, vient nourrir cet espace au milieu qui permet de la dialectique? Est-ce que vous connaissez des organisations, des associations, des ONG, des machins, des mouvements qui viennent nourrir cet espace-là? Bien sûr. Il y en a quelques-uns, mais peu relativement à ces deux forces-là. On est vraiment sur quelque chose d'émergent. On est sur des nouveaux potentiels. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde où il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus une seule idéologie qui tient aujourd'hui. Enfin, on ne peut plus se reconnaître dans rien. Enfin, parce que le marxisme, c'était aussi une forme d'eugénisme. C'était l'application d'une mécanique pour faire du monde un paradis sur Terre. Sauf que le paradis n'est pas un lieu. C'est un état d'âme. Tous ceux qui essayent de produire un paradis sur Terre échouent parce qu'ils basculent soit dans la tyrannie, soit dans la singerie de la nature. Et en faisant ça, on est des corrupteurs. Soit on crée des orques, soit on en devient soi-même. L'intelligence artificielle n'est que
une excrétion de cela en fait. Et donc le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme, c'est-à-dire que à partir du moment où la recherche n'est plus de produire un paradis ici, mais d'être soi-même un paradis, et de le partager, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, y compris dans le contexte actuel dans lequel on peut se dire « Waouh, le paradis il est loin », ok. Mais en réalité, il y a un espace où on peut être en paix, quel que soit le contexte. Il y a des gens dans les camps de concentration qui ont vécu cet état-là, Saprem, qu'il a écrit, Mandela en prison, et ainsi de suite. Alors replongeons un peu dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a besoin de 3 ressources pour fonctionner. De la puissance de calcul, aujourd'hui pas de problème. Il y a une puissance de calcul massive. Des programmes, aujourd'hui pas de problème. On croule sous les ingénieurs et les informaticiens. Et on croule sous les programmes qui génèrent eux-mêmes des programmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les programmes qui se créent eux-mêmes et qui se concatènent eux-mêmes tellement ils deviennent complexes en fait. Et besoin de données. Et on va s'attarder un petit peu sur cet enjeu de la donnée. Nos nerfs, c'est nos organes de sensation. C'est nos capteurs. Ils sont reliés à nos capteurs. La peau, les yeux, le nez, le machin, l'odorat, et ainsi de suite. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, sur le site internet de Siemens, donc ça c'était il y a quelques années, j'ai fait un copier-coller, on voit ça. Quand les bâtiments prennent vie, les capteurs des bâtiments vont devenir de vrais organes sensoriels, dont Siemens entend réunir la plupart des fonctions sur une seule et même puce. Détection de mouvement, de gaz, de chaleur, de bruit, de lumière, reconnaissance de forme. Google et Facebook sont d'immenses capteurs de données, ainsi que nos smartphones. Mais ça, c'est juste pour ça. En réalité, aujourd'hui, les capteurs, il y en a des milliards partout. On ne le sait même plus parce qu'ils sont nano, ils sont tellement miniaturisés qu'on ne le sait même plus. Et en fait, tout ça ne fait que reproduire notre système nerveux. En fait, on ne fait qu'extérioriser qui nous sommes. Et c'est un petit peu ça, le mythe de Star Wars, c'est qu'on excrète en fait notre réalité à l'extérieur de nous-mêmes, plutôt que de la vivre à l'intérieur. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est un monde froid, fade, stérile, sans âme. Et on voit que ces capteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent récupérer des données. Beaucoup ici. C'est-à-dire que vos mouvements, la plupart de vos mouvements de nos mouvements sont automatiques. La respiration, les élans spontanés, les automatismes, les trajets, les compulsions, la petite fringale, je m'arrête à la boulangerie, mais tout ça, c'est identifié par satellite, par GPS, par machin, par le smartphone, etc. Tout ce qui est compulsif en nous est identifié massivement parce que tous ces capteurs viennent récupérer ces données. Récupérer ces données de mouvement, de déplacement, d'achat compulsif, etc., de recherche sur Internet, tout ça nous caractérise en tant qu'individu dans un espace que nous, on a du mal à caractériser parce qu'on n'ose pas descendre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que les algorithmes nous connaissent mieux qu'on ne se connaît, puisqu'ils viennent chercher des données dans un espace où on a peur de descendre, qui sont nos espaces automatiques, nos espaces instinctifs. Après, oui, les réseaux sociaux, ça capte la donnée, j'aime pas, machin, truc. La tête, je lis telle chose, j'achète tel livre. Mais tout ça, c'est des choses faciles, parce que vous aussi, vous l'avez en conscience. C'est pas ça qui intéresse les algorithmes. C'est qu'à partir du moment où je contrôle la donnée, surtout dans des espaces où les humains ont peur de descendre, je les contrôle. C'est ici que se passe le mouvement. Si je contrôle vos mouvements, si j'induis par des ondes et des informations et des énergies particulières, on a vu, ondes, énergie plus information, rayonnement électromagnétique avec la 5G, oxyde de graphène, dans la nourriture, dans l'alimentation des animaux, et ainsi de suite, dans les choses, je connais, eh bien,
en fait, je vais pouvoir induire, on l'a vu avec les formes, hein, comment les ondes sont capables d'induire des mouvements dans la matière, de former la matière. Je vais être capable d'induire les choses à travers notre propre matière. Quand il y a de la conscience, ces choses-là peuvent beaucoup moins se passer, parce que la conscience est un système immunitaire. Quand il n'y a pas de conscience ici, il n'y a pas d'immunité. Donc comment peut-il y avoir du cœur ici, c'est-à-dire l'élément qui résout, si jamais il n'y a pas de conscience ici? Ben, c'est juste impossible, puisqu'on est d'abord vulnérable ici. Donc tout ce qui se passe au-dessus n'est pas efficient tant qu'on n'a pas investi cet espace. Donc l'homme s'extériorise, et on le voit avec tout ce qui est en train de se passer, l'extraction minière, la robotisation, et ainsi de suite. On s'extériorise, on a l'impression de créer, alors qu'en fait on fait des orques. Faire un robot, c'est faire un orque. Alors Francis Bacon, qui était quand même un être exceptionnel, hein, il n'a pas juste inventé le code binaire, puis surtout il le faisait avec une bonne intention, c'était quand même de sortir de la subjectivité humaine. On essaye encore. Donc je veux dire, il avait le nez fin quand même. Et en fait, il parlait à cette époque de la limite de la conception, de la connaissance de son époque, avec les empiriques qui amassent de la connaissance et du sens de leurs expériences, et les rationalistes qui élaborent des toiles d'araignée depuis des concepts. Et il parlait de l'abeille, en disant que c'était un animal un peu intermédiaire qui était capable d'extraire un nectar, c'est-à-dire de produire un nectar issu de son expérience de vie qui était plus grand qu'elle. Et il disait, mais on n'a pas encore trouvé cet espace intermédiaire. Ça, c'était il y a 400 ans. Et 4 siècles plus tard, donc Steiner, qui a beaucoup travaillé sur la technologie, qui est un des rares spiritualistes, médecins, architectes, spiritualistes, éveillés, qui a parlé de la technologie, qui a prédit ce que nous sommes en train de vivre, il y a un siècle, qu'il a écrit mot pour mot, en fait. Et en fait, voilà comment il formule cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire de la prédominance de la tête. La pensée qui préside à la science rationaliste est fade, sèche et froide. Le fait qu'elle soit dépourvue de sensibilité fait que l'on pose sur la Terre un agir qui l'empêche dans son évolution vivante. Et si les hommes continuent de pratiquer longtemps l'aspect impersonnel de la prétendue science, la conséquence en sera que les hommes perdront tout simplement leur qualité d'âme. Si ça vous dit quelque chose sur la période que nous sommes en train de vivre, donc ça, c'est des choses qui ont été écrites, dites il y a un siècle. Et le mythe de Star Wars, il est exactement là, c'est-à-dire que ce que l'on est en train de voir sortir de Terre, les robots, les exosquelettes, l'intelligence artificielle, les smart cities, les smart buildings, les objets communicants, etc., il n'y a rien de vivant là-dedans. Ce n'est pas un brin d'herbe. Un brin d'herbe est bien supérieur en tant que vie. C'est de la matière morte agglomérée. Ce sont des orques. Alors maintenant, revenons à l'onde. Puisque, on le voit, nous émettons des rayonnements, nous sommes traversés par des ondes électromagnétiques en permanence, et ainsi de suite. Le monde est constitué d'ondes. Chaque brin d'herbe rayonne quelque chose. Donc on voit qu'il y a, on l'a vu avec la cohérence cardiaque, un inspire et un expire. On le voit qu'il y a une phase d'intégration, une phase de digestion, parce qu'il y a des molécules d'oxygène qui viennent se lier à mon sang, etc. Et j'expulse autre chose. Donc on est en permanence dans cet inspire et cet expire, dans ce mouvement cyclique, qui implique la mort et la disparition d'une substance. Simplement, on le voit avec le transhumanisme, l'homme ne veut plus mourir. L'homme ne veut pas mourir alors qu'il est voué au trépas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas mourir? On trafique. Qu'est-ce que fait le cancer? C'est quoi une cellule cancéreuse? C'est une cellule qui ne veut pas mourir. Pourtant, elle fait mourir.
pour sa propre survie, Parce que là, on est à l'échelle de la cellule. Mais un homme qui ne veut pas mourir, c'est un cancer pour la planète. Donc on est une cellule qui ne veut pas mourir, une cellule cancéreuse émet de la lumière en permanence. Alors que sinon, une cellule, elle émet, elle est dans une dynamique d'inspire et d'expire, ce qui est logique puisque tout le vivant inspire et expire. C'est une cellule qui boucle sur elle-même. Elle ne veut pas mourir, elle ne fait qu'expirer. Elle n'assimile plus d'oxygène parce que l'oxygène l'oxyde. Donc la fait vieillir. C'est ça le cancer. Une cellule qui ne veut pas mourir. Et donc, on est dans une boucle ici, où jamais on va descendre en bas. Jamais on va descendre dans l'expire, dans l'intégration, la destruction, le catabolisme, pour déstructurer et expirer. Et on boucle. Et les transhumanistes, ils bouclent. Mais on a tous des parts de nous qui bouclent. On veut pas descendre. On veut pas aller dans la vulnérabilité. Pourquoi faire? Attends, si je peux avoir du pouvoir, à quoi ça sert d'être vulnérable? Ça se tient comme équation. Pourquoi faire? Alors donc on est piégé dans ce microcosme, puisqu'on est dans une condition humaine ambivalente, faite de rayonnement électromagnétique, donc duel, plus, moins. Il n'y a pas de ternaire. C'est à nous de le produire, le ternaire, grâce à nos qualités d'âme. Tant qu'on n'a pas développé cette aptitude, on génère de la dualité. On génère du feu. On génère du conflit. Ça vous dit rien, ça? C'est quoi cette sinusoïdale? C'est une alternance d'intégration de lumière, solstice, équinoxe, solstice, équinoxe, et ainsi de suite. Et dans cette alternance, j'accumule un pic de lumière qui me permet d'aller chercher de l'information, je la rapatrie en moi, je suis censé la digérer, quand j'accepte que ça descende. Sinon, je la digère pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On est dénutri, mais parce qu'on accepte, on ne veut pas digérer. C'est-à-dire que on digère de manière fragmentée, de manière toute petite, comme si on avait une toute petite respiration, parce qu'on n'ose pas, parce que ça nous rend vulnérables. Ça touche à notre intégrité parce que on se déconstruit et on assimile des choses qu'on ne juge pas nous-mêmes. Ici, quand vous faites l'exercice de la cohérence cardiaque, vous pouvez, si vous vous mettez en conscience dans cet exercice-là, tac, là il y a un espace où à un moment donné on est à l'équinoxe. C'est-à-dire qu'on est à l'équilibre. Le corps ne produit pas d'effort. Quand on inspire, il y a un effort. Les poumons se gonflent, on est obligé de forcer pour gonfler beaucoup. Il y a des exercices de respiration où voilà, on va chercher de l'air, on produit un effort. Quand on arrive ici, il n'y a pas d'effort. Il me reste de l'air dans les poumons, je n'ai pas tout expulsé. Et là, je fais un effort pour expulser. Et ça, c'est le cœur. Cet espace de juste densité. Cet espace de non-effort. Vous savez, l'homme, il est toujours en précipitation parce qu'il a peur parce qu'il est voué au trépas. La précipitation, c'est un effort. On n'est jamais là, en fait. Parce qu'on se précipite. Parce qu'on a peur que ça, si je le fais pas de mon vivant, si je vois pas les fruits de mon travail de mon vivant, on est tout le temps à courir après des choses qui n'ont aucune réalité, ou pas beaucoup. Ça on a pour nous dans notre microcosme, mais en fait ça n'a pas de réalité au regard de la nature, et pourtant on continue à courir après ces choses, sans pouvoir se placer dans cet espace de juste densité, qui est en relation avec le nerf vague. On le voit ici, hein, toute la partie sombre du yin-yang, c'est l'espace inconscient-subconscient qui se passe en dessous du diaphragme. Et au-dessus, on est dans un espace de semi-conscience ou de conscience avec l'espace poitrine et l'espace tête. Être dans l'instant présent comme c'est, on va
dire plébiscité et recommandé par nombre de traditions, ou toutes les traditions en réalité tendent vers être dans l'instant présent, tout simplement pour arrêter de souffrir. Mais en fait, l'instant présent, c'est quoi? C'est que justement, une partie de nous s'affranchit de cette sinusoïdale. L'âme n'est pas assujettie à cette sinusoïdale. Elle n'est pas de ce microcosme-là. Et elle a des informations à nous communiquer, mais pour ça, il faut qu'on puisse se plugger sur ce qui est capable de recevoir dans la vulnérabilité, c'est-à-dire le ventre. C'est pas la tête qui reçoit ces informations-là, parce que la tête n'est qu'un reflet. Et c'est pas le cœur qui reçoit ces informations-là, parce qu'il n'existe pas encore. L'empathie n'est pas le cœur. La bonne volonté n'est pas le cœur. Ça a une très faible efficacité. Il suffit de voir l'état du monde. Il y a plein de gens de bonne volonté. Ça ne suffit pas. Pour donner de l'efficience à cet espace, il faut descendre là où il y a de l'efficience, dans le monde de la nature. Et le monde de la nature, c'est notre ventre. C'est la partie humus. C'est la partie obite. Ce peuple qui est capable, avec humilité, de porter les plus lourds fardeaux. Alors je fais la correspondance avec les lettres hébraïques, si certains connaissent, parce qu'il y a un ami, maître kabbaliste, qui donne des cours de lettres hébraïques. J'ai été un jour à un de ses cours et il a parlé du tétragramme, que je ne connaissais pas, qu'on appelle le Yod et Vav E. Donc c'est 4 lettres hébraïques, qui est appelé le tétragramme divin. Et en fait, ça m'a immédiatement parlé. Parce que, pour moi, ce tétragramme, c'est la loi d'Ohm. C'est la loi de résistance. C'est la loi de l'oxydation aussi. Le Yod, c'est l'étincelle divine. C'est une information qui ne fait pas partie de ce microcosme yin-yang, qui est ailleurs. Enfin, qui n'est même pas dans un autre, dans l'espace, en fait, qui est sur un autre plan. Le E, qui est une lettre qui se répète, ça correspond au poumon, à la respiration, à la fenêtre, en fait, en hébreu. Et donc, on a ici, et ça nous dira bien quelque chose avec Covid et cet impact sur le respiratoire, on a ici une fenêtre dans laquelle l'énergie rentre, qui vient de l'étincelle divine. Donc, une information qualitative, là, d'accord, qui rentre, qui passe par Vav, la colonne vertébrale, le nerf vague, et qui ressort par l'autre fenêtre, puisqu'en fait, on est fait de capteurs. Il y a une information qui rentre, il y a une information qui ressort. Anabolisme, catabolisme. Donc, mais quelle est la qualité de l'information qui ressort? Si on résiste, si on a une très forte résistance, l'information qui ressort, elle est complètement corrompue. Si on est transparent, l'information qui ressort n'est pas corrompue. Cette transparence, elle dépend de la propreté de nos fenêtres, c'est-à-dire de nos capteurs, in et out, c'est-à-dire les croyances, les idoles de Bacon, c'est-à-dire quelle est la compréhension que j'ai des choses, quelle interprétation j'en fais, quel est le poids de l'éducation sur la compréhension d'un concept, etc. Tout ce qui fait qu'on tord l'information. Quelle est la propreté de ma fenêtre, entrante et sortante? Et quelle est ma verticalité? Si j'ai pas intégré mon ventre, il n'y a pas de Vav. Il y a ça. Et ça n'a pas du tout le même effet. Si j'ai intégré mon ventre, il y a Vav qui descend en dessous de la ligne d'écriture et qui est au-dessus de la ligne d'écriture. Et si j'ai cette verticalité, eh bien, je suis dans cet instant présent que je vous ai montré l'autre fois, dans la slide d'avant, et je suis capable d'intégrer cet instant présent qui rend possible une dialectique entre toutes ces informations qui circulent et qui progressivement permettent l'ouverture du cœur. Le Yod, il est au-delà de ce microcosme. Le microcosme, c'est la bouteille de la mouche et de l'abeille. On est enfermé dans notre propre bouteille de croyances, de subjectivité, et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas intégré le ventre, c'est-à-dire la mouche qui est capable de sortir de la bouteille, on est enfermé dans notre propre microcosme.
Donc ça, c'est la verticalité. Le nerf vague, l'intégration des trois espaces et la capacité pour l'information de circuler. Et ça correspond à l'innocence. Aller dans cet espace de vulnérabilité, c'est être dans cet espace d'innocence que les hobbits incarnent dans le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, qui est capable de jeter l'anneau qui corrompt les hommes dans le monde du destin? Un hobbit. Pourquoi? Parce qu'il est humble, parce qu'il a une noblesse de cœur, mais naturelle. Il a une relation naturelle à cette noblesse. Ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de la bonne volonté. Il a une relation naturelle aux choses. Parce que c'est un peuple ventre, nature. Tant qu'on n'a pas intégré cet espace hobbit, d'innocence, on n'est pas en capacité d'ouvrir le cœur. Et c'est cette innocence qui, dans la vulnérabilité, nous accompagne et nous protège. Donc voilà des images qui représentent cette dimension-là avec, on va dire, les champs d'énergie. Là, c'est des chakras qui sont représentés. Il y en a 7, donc 3 en bas, 3 en haut et le cœur au milieu. On voit la lemniscate de l'énergie qui circule dans l'homme lorsqu'on l'autorise à circuler. On voit bien que dans toutes les représentations, on va retrouver 3 chakras au-dessus, le cœur ici au niveau du thymus et pas du tout au niveau du plexus solaire qui nous relie au passé. Cet espace tourné vers le futur, c'est le thymus, et 3 chakras en dessous, dont les chakras qui concernent la partie sous le diaphragme, chakra sacré et chakra racine. Voilà une modélisation de Nassim Haramein, qui représente en fait ce mouvement du Thor qu'on va retrouver dans la circulation des ondes, notamment des ondes scalaires, des champs de torsion qui sont spiralés en vortex, etc. Donc vous imaginez bien que si l'énergie n'est pas autorisée à descendre en bas, parce qu'on a peur, vous avez vu les deux mythologies, peur versus amour. La peur, ça ne marche pas avec l'amour. Tant qu'on n'a pas osé, ce mouvement ne peut pas se produire dans toute sa majesté, entre guillemets. Donc il y a deux modalités de l'interdépendance qui s'offrent à nous aujourd'hui. La modalité que l'on connaît, technologique, technicienne, technocratique, autoritaire, qui extériorise le monde, qui n'a pas de vie intérieure, qui extériorise sa réalité, et une autre réalité qui a une vie intérieure, et qui est capable justement de nourrir de la confiance, d'oser cette vulnérabilité, et d'oser finalement cette dialectique qui s'appelle amour. Le nom de cette dialectique de compréhension de deux espaces en conflit s'appelle amour. Et donc parcourir ce chemin, c'est oser recevoir ce que nous ne connaissons pas. Puisqu'ici on est dans un espace de subconscience et d'inconscience, donc par définition, quand on accepte d'ouvrir cet espace, on s'ouvre à ce que l'on ne connaît pas, puisque on ne va pas être capable de poser de la conscience tout de suite sur ce qui se déroule. Et progressivement, à mesure que la conscience descend dans cet espace obscur, eh bien en fait, il y a des nouveaux pouvoirs qui se manifestent, des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'incarnation de l'amour, c'est-à-dire de le rendre vivant ici, dans un corps de chair, dans les relations quotidiennes, dans notre agir quotidien. Mais tant qu'on n'a pas mis en mouvement le ventre, qui est à la base de notre mouvement musculaire, vital, métabolique, il n'y a rien qui peut s'incarner. On peut faire des grandes incantations, on peut dire « je suis Charlie », mais en fait non, je ne suis pas Charlie. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça va servir à quelque chose. Puis quel est le pouvoir de l'amour? C'est quand on est capable de le matérialiser dans chacun de ses gestes. Pas quand on fait une incantation. L'incantation, on le sait assez aujourd'hui, après des millénaires d'incantation, après des siècles d'ONG, après des milliards et des milliards de bénévoles, d'euros, de machins, de prières collectives et de machins, ça n'a pas d'efficience. Ce qui a une efficience, c'est l'humilité. C'est d'abandonner le pouvoir sur les choses.
c'est d'abandonner le contrôle que l'on a sur les choses, puisqu'on veut sortir, s'affranchir de la prédestination. Donc c'est du contrôle. Si on veut changer les choses, on veut les contrôler. Le contrôle, c'est Star Wars. Donc j'utilise pas mal le tarot. Et en fait, dans le tarot, il y a beaucoup de lames qui sont en relation avec cette vulnérabilité. Le tarot, c'est un outil symbolique extrêmement puissant qui reprend le parcours d'un être humain sur la planète Terre dans ce microcosme, en fait. Il y a 22 lames, et chacune de ces 22 lames, c'est une des facettes de l'expérience humaine sur la Terre, dans son expérience d'incarnation. Et j'en ai sélectionné quelques-unes qui manifestent cette vulnérabilité. Vous voyez qu'il y a quand même 6 lames sur 22, au moins, qui représentent cette vulnérabilité. Si on n'ose pas sa vulnérabilité, ça veut dire qu'on oblitère une partie de l'expérience humaine qui est porteuse du pouvoir de l'amour. La première, c'est le pendu, c'est-à-dire c'est la première lame où on s'arrête, en fait, où l'homme s'arrête. Vous savez, on a toujours trouvé que on s'arrête. On fait la pause, on est passif, on arrête de vouloir agir sur les choses, on arrête de vouloir contrôler, on devient observateur, on change son regard, on le retourne. Ce qui permet d'accepter la mort. Parce que le fait de voir les choses différemment nous fait abandonner certaines certitudes. Et là, on accueille un peu la mouche. On arrête l'attention toujours dans le même sens, on laisse la mouche nous pénétrer, mourir. C'est elle qui décompose les choses, elle participe de ce mouvement de décomposition. Ce qui nous permet d'aller rencontrer la matière un peu plus, c'est-à-dire cet espace. Le diable. Le diable n'est absolument pas la représentation qu'on en fait dans les contes. Le diable, c'est un ange guérisseur qui est le seul qui nous accompagne dans cette expérience matérielle. Certes, on peut s'y perdre. Les autres, on les invoque. Lui, il est là. C'est un défi, mais il n'y a pas d'expérience de vente si on ne confronte pas le diable. La moralité n'a aucun lien avec le ventre. Par exemple, le diable n'est pas moral, mais parce que la nature n'est pas morale. C'est un concept profondément culturel. Ça n'a aucun sens pour la nature, la morale. À partir du moment où on descend dans cet espace, on doit acquérir sa liberté, donc un potentiel de transgression, un potentiel d'immoralité, mais parce que l'acquisition de la nature est à ce prix. La morale n'a aucun sens. Au regard de la nature, j'entends. La maison Dieu, qui est la lame où on accepte, c'est le défi de la maison Dieu. On va dire qu'il y a le souffle de Dieu qui vient mettre à mal nos constructions, nos architectures, nos modélisations. Voilà, Covid. Hop, terminé, rideau. En 5 secondes, il n'y a plus personne. Voilà. Des milliers d'années de développement humain, de connaissances et machin, mis à mal en 5 secondes. Bam, terminé. Souffle de Dieu. Maison Dieu. Pour aller chercher quoi? De l'objectivité, c'est les pierres blanches. Là, on rentre dans la phase d'objectivation de Covid, là. Et ça va faire mal. Tous les bouquins qui sont en train de sortir, là. Sur cette folie. On rentre dans la phase d'objectivation. Et ça va faire très mal. Parce qu'on va voir la médiocrité de nos constructions, de nos modélisations, la vacuité de ces constructions, le niveau de corruption de ces constructions. Pour arriver à quoi? L'étoile. L'authenticité. Mais l'extrême, vulnérabilité. Et le mat, qui est la seule lame qui n'a pas de numéro. L'homme libre, dépouillé de l'ego, qui ne regarde plus le monde des hommes, qui regarde les étoiles. Il a sa tension, lui. Mais il a accueilli sa mouche,
il est dépouillé de l'ego. Terminé. Il est sorti du microcosme. Il a lâché prise. Le maths, c'est le lâcher prise total. On est tous confrontés dans nos vies à des moments où on doit lâcher prise. Et c'est ce qu'incarne cette lame, et c'est pour ça qu'elle n'a pas de numéro, parce que c'est pas à un moment que ça se présente. C'est que, en tout cas ça c'est mon interprétation dans le tarot du mat, c'est que le mat il est au cœur de chaque carte. C'est le centre de chaque carte. À la périphérie, on joue avec les choses. Au centre, on lâche prise, et on s'abandonne dans le pendu. On s'abandonne dans la mort. On s'abandonne dans la matière. On s'abandonne. Dans l'authenticité. Et c'est à ce prix que le cœur s'ouvre. Alors c'est ce qu'on essaye de vivre à Navoti, en tant que collectif. Et on a suivi l'an dernier un cycle d'1 an de communication non violente. Toute l'équipe. Donc 12 séances, je crois, d'une demi-journée. Et le dernier paperboard de la 12e et dernière séance, je l'ai pris en photo parce que c'était la question de Maxime qui nous accompagnait là-dessus, c'était quels étaient nos ingrédients au terme de ce cycle pour traverser nos conflits. Et voilà ce qui est ressorti. Sécurité pour soi et l'autre. Clarté sur les besoins et la situation, donc objectivité. Écoute. Expression des sentiments et des besoins. Disponibilité intérieure. Accueil, ouverture, vulnérabilité. Écoute, vulnérabilité. Expression de ses sentiments et de ses besoins, vulnérabilité. Voir clair, vulnérabilité. Je suis obligé de sortir de mes croyances si je vois clair. Surtout dans la relation à autrui. Parce qu'on est deux à essayer de voir clair, en tout cas, à essayer de se protéger. Mais quand on veut voir clair, faut faire tomber les boucliers. Empathie, humour, après connexion. Ça, on a pu expérimenter que l'humour avant connexion, c'était pas toujours bien interprété. La bienveillance envers soi. Vulnérabilité, s'occuper de soi, c'est de la vulnérabilité. On l'a vu avec les soignants et les soignants suspendus. S'occuper de soi, préserver son intégrité, des gens qui prennent soin des autres en permanence. À ce moment-là, ils ont été confrontés à ce dilemme ultime pour quelqu'un qui a un gros instinct du sauveur. Je dois m'occuper de moi et laisser l'autre. Énorme. C'est à ça que ça sert Covid, en fait. Douceur avec soi, ranger le fouet flagelleur. Qu'est-ce qu'on se fait subir soi-même avec notre morale qui n'a strictement rien de réel au regard de la nature? Salvatore, stupido, le nom de la rose, d'accord? Voilà. Jean-Jacques Hadot. Mais en fait, on peut sortir de ça quand même à un moment donné. Accueil de mes ressentis désagréables. Gratitude. Prise de distance physique, émotionnelle et mentale. Le pendu. Je prends de la distance. Je reste passif. J'arrête de réagir instantanément. Neutralité. Sortir de la croyance du gagnant-perdant. Dualité. Est-ce qu'il y a toujours un bourreau et une victime? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Décantation. Là encore, le pendu. Temporalité. Prendre le temps. Avoir de la méthode. Objectivité. Rationalité. Là, la rationalité a du sens. Avoir un tiers. Sortir du binaire. Avoir un troisième terme.
On ne peut pas résoudre une relation à deux. Accepter de se faire aider, accepter d'avoir un troisième terme, un regard extérieur. C'est une vulnérabilité de laisser rentrer quelqu'un dans son système. Moi qui suis en relation avec des chefs d'entreprise tout le temps, très peu de chefs d'entreprise osent avoir un regard extérieur. Très peu de chefs d'entreprise osent se faire accompagner par un tiers, par un expert, par un coach, par machin, etc. Parce que ça nous met en fragilité. Il va remettre en question notre système de valeurs, nos méthodes, nos habitudes. Abeille, habitude. Et donc quand on regarde tout ça, l'essentiel de ces caractéristiques, c'est du cerveau du ventre. Il y a de la tête ici, dans la méthode. Décantation, c'est de la digestion. Neutralité, un peu de tête, le et un peu de capacité émotionnelle. L'essentiel de tout ça, c'est le ventre. Eh bien, je vous souhaite un excellent chemin dans ce parcours de vulnérabilité. Je nous souhaite à tous un excellent chemin dans ce parcours de vulnérabilité. Parce que le challenge est élevé, mais le contexte aussi est élevé, à l'extérieur de nous et en nous. Et je nous souhaite à tous d'ouvrir la porte. Merci.